Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui on va faire le test d'un petit graveur laser, comme vous voyez ici. C'est un graveur laser de la marque EM Smart. Alors c'est pas forcément une marque qui est très connue des makers et du grand public, mais c'est une marque qui propose quand même malgré tout, quand on regarde leur site web, quelques références qui sont très intéressantes je trouve, et donc je suis très content de pouvoir en essayer un. Alors ici c'est un laser dual, donc qui est à la fois fibre 30 watts et diode 20 watts, donc c'est plutôt un combo intéressant. Alors la surface de travail, vous verrez que ça le destine à un usage particulier, évidemment, on va pas faire des planches de skateboard avec, on est plutôt sur du travail de précision. Donc je vous propose de pas perdre de temps et puis de regarder ça après le générique. Alors petite pub également pour mon groupe Facebook, Techna Hub. Si vous voulez me poser des questions, suivre mon actualité ou simplement faire partie d'une communauté qui s'entraide en essayant, alors c'est ce que j'essaye vraiment de faire un maximum, de garder la logique de bienveillance, ou si simplement vous êtes un créateur de contenu qui veut venir partager aux autres, aux membres de ma communauté votre travail, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Bon, alors, qu'est-ce que propose EM Smart avec son Dual 2 Donc, vous voyez ici le look, c'est un graveur MOPA 30 watts et 20 watts diode, avec un look que moi particulièrement je trouve sympa. Au niveau des arguments marketing, ils mettent en avant une très grande précision, une très grande vitesse, le fait qu'on peut faire de la gravure profonde, donc ça on va le tester dans cette vidéo, du marquage sur de l'aluminium anodisé, ok, le focus automatique et électrique en quelques secondes, en 3 secondes, c'est toujours appréciable, et qu'on a Lightburn qui est offert avec, qu'on peut également utiliser alors par procédé d'oxydation, c'est pas un laser qui met en couleur, mais par procédé d'oxydation, pouvoir faire ici de la couleur. Donc ça je vais essayer d'y arriver, donc on verra. Et le graveur en lui-même est compatible avec plein de matériaux. Alors ce qui est amusant également, c'est que vous avez sur le site un petit calculateur pour vous dire ok, notre produit c'est certainement pas un produit premier prix, mais si vous investissez dedans, voilà le bénéfice que vous pouvez faire en fonction du type de produit que vous voulez faire. Donc voilà, c'est un petit exercice marrant. Pour le reste, ils mettent en avant une sécurité, on a une protection pour les yeux avec un capot qui est fermé, on a également une protection contre la fumée, bouton d'arrêt d'urgence, des protections contre la surchauffe, etc. Et puis vous avez une série de youtubeurs qui en dit des choses, et il n'y a pas moi dedans puisque je ne l'ai pas encore essayé. Et plus sérieusement au niveau des données techniques, donc comme je le disais, on est sur du 30 watts fibre en MOPA et du 20 watts en diode. On a une vitesse de marquage à 15 000 mm par seconde, un champ de marquage à 200 sur 200, donc on peut graver des surfaces de 20 cm sur 20 cm. La machine en elle-même est pas toute légère, puisqu'elle fait 18 kg et on a un paquet qui fait 25 kg, donc c'est du sérieux, en tout cas au niveau de la machine. Et ce qu'ils mettent en avant comme choses qui sont supportées, c'est la gravure profonde, le découpage. Avec 20 watts, on peut découper des petites lames en bois sans problème. Et alors qu'ils mettent pas mal de choses sur la sécurité, plein de matériaux. Et au niveau du software, ils s'utilisent avec Lightburn. Mais ils donnent une licence Lightburn également avec. Donc voilà, c'est pas mal. Alors au niveau du prix, comme je le disais, c'est un certain investissement, puisque la machine en elle-même vaut là pour le moment 4 000,99 €. On peut encore mettre un coupon pour diminuer le prix. Donc ça c'est la machine toute seule, c'est celle que moi j'ai testée là. On a également des kits avec par exemple le Rotary qui va nous coûter 300 € en plus, ou le purificateur de fumée. Donc on va avoir 800 € en plus pour avoir les deux, ou juste le purificateur de fumée qui va coûter 500 € en plus. Donc voilà, là vous avez quelques kits, et donc ce qu'ils disent c'est qu'on a un pack de matériaux de luxe et Lightburn qui est inclus. Bon, Lightburn c'est quand même déjà 120 € je pense, donc c'est pas mal, voire même plus pour les licences MOPA, à vérifier. Alors petite chose à savoir, moi je teste ici la version la plus chère, ici la Smart Dual 2, il existe également un Smart Dual SE qui est limité à 20 watts au niveau du fibre
qui n'est pas en MOPA, qui elle a une caméra pour faciliter le positionnement. Voilà, mais donc alors que celle-ci n'en a pas et qui est plus petite au niveau des dimensions, donc on a un produit ici qui est plutôt, celui-ci est plutôt pensé pour l'artisan qui a déjà l'habitude de travailler avec un laser fibre, quoique on verra, je vous dirai si vraiment il a l'air compliqué à utiliser ou pas, je pense pas. Et puis on a également le Dual SE qui est pensé plutôt pour quelqu'un qui n'a pas encore cette expérience ou qui a besoin d'un petit peu d'aide, notamment au niveau des positionnements. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation de la gamme. Et le SE, comme vous voyez ici, il est 1100 € moins cher. Donc on l'a à 2999. Bon, alors l'unboxing avec mon bras, je vais pas pouvoir le détailler en vidéo comme je fais d'habitude. Donc je vais tout mettre sur la table. Je peux déjà voir, ici j'ai l'aide de ma femme qui m'aide bien pour tout ça. Je peux déjà voir qu'on a ici un emballage qui est quand même vraiment bien. Ça semble hyper bien emballé à l'intérieur. Et on a deux sangles qui viennent faciliter le retrait de la machine de la boîte. Donc ça, c'est un plus à noter au niveau de l'emballage. Bon, alors, comme vous le voyez, il est vraiment pas petit. Donc avec ce genre de laser, on pourrait s'imaginer qu'on a quelque chose de petit. Dans d'autres marques, on a eu l'habitude d'avoir des modèles quand même beaucoup plus compacts. Ici, on voit qu'il y a du lourd. Et au niveau des matériaux, alors vous pouvez pas vous en rendre compte, mais on est sur l'arrière sur du vrai métal. Donc c'est pas une coque en plastique. On a quand même un panneau en acrylique ici sur l'avant. Panneau qui s'ouvre d'ailleurs, hop, comme ceci. Alors on va regarder après ce qu'il y a dans le polystyrène, puisque là pour le moment on a juste le mode d'emploi et quelques petites choses. Et puis on fera un petit peu le tour du propriétaire. Bon, alors au niveau des accessoires fournis, on a quoi? On a ici un petit peu de tissu, en gros des lingettes nettoyantes pour la lentille. Donc ça, c'est pas mal. On a le cordon d'alimentation, c'est toujours utile. Au niveau de l'adaptateur secteur, on est sur donc en sortie 24 volts, 7 ampères et demi, 180 watts. Et on a une petite paire de lunettes donc qui est fournie avec. C'est toujours utile, bien que moi je conseille malgré tout à toujours investir, puisque les yeux c'est quand même vraiment important, dans une bonne paire de lunettes pro. Voilà, qui sont, parce que je ne doute pas de la qualité de celle-ci, mais j'aurais quand même plus confiance dans une paire de lunettes que je m'achèterais moi. On a également une buse pour l'extraction d'air et une petite boîte avec des matériaux test qu'on va utiliser dans le cadre de ce test, mais j'utiliserai également d'autres matériaux. Enfin, on a un plateau de travail qui est réversible, qu'on peut utiliser dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là, si on fait un peu de découpe, puisqu'avec 20 watts, on peut faire de la petite découpe sur matériaux, sur le bois par exemple. On a un câble de connexion à l'ordinateur qui est un câble USB-A vers USB type B, un petit L de positionnement. On a un câble USB également USB-A vers USB-C, et donc ça doit être de l'USB 3. Une clé USB fournie avec, et une petite clé Allen. Donc au niveau du look, moi je trouve qu'il a un look quand même qui se démarque par rapport aux MOPA habituels, ou en tout cas ceux que moi j'ai déjà pu voir. Alors peut-être pas par rapport au modèle qu'on a chez Xtool, mais tous les autres que moi j'avais déjà pu tester étaient sur des potences un peu moches comme ça. Ici on est sur quelque chose, moi je trouve plutôt esthétique, plutôt élégant. Alors le côté orange, vous savez que j'aime bien l'orange, donc ce n'est pas pour me déplaire. On a un capot qui s'ouvre du bas vers le haut, comme ceci. Alors, c'est intéressant pour pouvoir le mettre dans un espace réduit sur le côté. Par contre, il vous faut quand même de l'espace en hauteur. Et d'ailleurs, à ce propos-là, capot complètement ouvert, il faut que vous prévoyiez 85 cm de haut, 85,5 même pour être précis. Donc ça, c'est une info à savoir. Au niveau de la surface de travail, on est sur du 20 cm sur 20 cm dans les deux modes de gravure. Donc, en fibre et en diode. Comme je le montrais dans l'unboxing, on a une espèce de plateau nid d'abeille comme ceci pour la découpe, et on peut le retourner pour avoir un plateau plat avec des vis de positionnement pour le travail normal, pour la gravure, pardon. À ce niveau-ci, on a une bande un petit peu hermétique, à voir après dans l'utilisation si c'est vraiment hermétique, mais voilà. Donc il y a un peu d'hermétisation qui se fait à ce niveau-là. Alors vous verrez que de l'autre côté, on a des boutons pour monter et descendre la potence, mais on a également ici un bouton manuel.
ou une molette manuelle. De l'autre côté, donc, on a le bouton pour descendre et pour monter la potence. On a également le bouton on-off. On a un bouton d'arrêt d'urgence qui est positionné sur le côté. Et sur l'arrière, on a ici un port pour le rotary. Moi, je l'ai pas avec, mais c'est un accessoire qu'on peut utiliser au besoin. Donc, un système rotary pour graver sur des gourdes en métal, par exemple. On a un port pour attacher un autre accessoire que je n'ai pas, mais qu'on peut rajouter, qui est une pédale de fonctionnement. On a deux ports USB, un port USB-C et un port USB type B pour connecter à l'ordinateur. Et enfin, le port pour l'alimentation. On a également l'extraction d'air qui se fait par ici. Donc, on peut venir y mettre la petite buse qu'on a reçue avec et puis venir le mettre à l'extérieur ou sur un système de purificateur d'air. Bon, alors, un laser comme ça, il a l'air très très beau et il est plutôt impressionnant. Je suis plutôt content de l'avoir à côté de moi, mais c'est bien qu'il soit beau dans l'atelier, mais c'est surtout utile qu'il soit pratique et performant. Donc, on va maintenant s'atteler à ça. Donc, la mise en service est pas très compliquée. J'ai 4 vis de calage à retirer à l'intérieur, et puis on le branche à l'ordinateur. Et on le configure sur Lightburn, donc je vais retirer les vis, ça je vous épargne ça en vidéo. On se retrouve sur l'ordinateur pour la configuration sous Lightburn. Bon, alors première étape, évidemment, avant de faire les tests et de le configurer, ne pas oublier de retirer le cache qui protège la lentille. Alors ici, j'ai pas fait cette bêtise, et puis j'ai aussi les vis à retirer, voilà. Donc ne pas l'oublier, sinon vous aurez des surprises. Bon, alors on va commencer par regarder ce qu'il y a sur la clé USB. Sur la clé USB, on a 3 dossiers. On a une distribution de Lightburn. Moi, personnellement, je vais réinstaller la dernière version. On a un PDF qui est en fait le manuel, mais en version PDF. Et on a un dossier avec le numéro de série de notre machine. Et quand on regarde, c'est une image qui reprend les paramètres qu'on doit utiliser pour corriger les paramètres de base du laser. Donc oui, effectivement, ça aurait été mieux s'il nous avait mis un fichier core, qui est un fichier correctif qu'on utilise dans Lightburn. Là, il va falloir reporter à la main. Bon, voilà. Je sais pas si c'est le meilleur move, mais en tout cas, ça marche. Alors après avoir installé Lightburn, ici donc je suis sur la dernière version, je viens cliquer sur appareil, rajouter, alors évidemment tout ça après avoir branché et allumé le laser, et il cherche un petit peu, il met un petit peu de temps à chercher et il finit par trouver mon laser. Ici vous voyez un JCZ Fiber, on peut remarquer le petit détail, c'est que le contrôleur doit être basé sur un autre modèle puisque ici, il retrouve en fait le modèle, mais avec une dimension de plateau de 110 mm qui n'est pas celui-là. Donc il va falloir corriger ça après. Et c'est justement, donc on fait suivant, et là je mets le nom de mon laser et je viens mettre ici les valeurs, donc 200 mm sur l'axe X et sur l'axe Y. Une fois que c'est terminé, et voilà, je fais OK. Et je vois qu'il est là, il a trouvé une double source trouvée et je suis sur le port 1, donc c'est très bien, il fonctionne, il est configuré sous Lightburn. Maintenant il va falloir mettre les configurations spécifiques. Alors je vais commencer par régler les paramètres de l'onglet port et paramètres laser. Alors ça on retrouve dans le manuel les infos qu'il faut mettre, donc en gros ce sont les interrupteurs qui sont activés ou non. Donc ici simplement je viens tout adapter en fonction de ce qui est sur l'image dans le manuel, et ensuite je viens dans l'onglet paramètres galvo et de base et je viens modifier toutes les valeurs qui sont celles qui étaient reprises dans le fichier image qui était dans le répertoire à part. Donc voilà, ici c'est simplement du remplissage. Petit point important, donc en fonction des ports IO, on aura activé les doubles sources, et pour pouvoir passer du mode diode au mode fibre, etc., on vient dans les paramètres du calque et on vient cliquer ici sur utiliser le laser 2. Le laser 2, donc avec le petit vert affiché, c'est le diode. Voilà, le laser est configuré et prêt à être utilisé sous Lightburn. Juste un petit détail que je voudrais vous montrer, c'est une particularité du laser. Donc, une fois qu'on a notre modèle qui est prêt, on peut évidemment faire un cadrage pour pouvoir se faciliter dans le positionnement. On n'a pas de caméra, mais on va quand même pouvoir avoir facile, puisque ici, si je viens simplement cliquer sur cadrer, là j'ai mis un carré, je clique sur cadrer, et je peux voir, vous voyez ici à l'image, je peux voir directement
avec un cadre rouge la position du modèle. En tout cas, voilà, je vais pouvoir positionner comme ça facilement et on a plusieurs options. Hein. L'option bord, c'est en gros, ça va entourer tout le modèle, mais l'option contour va vraiment permettre de voir notre modèle vraiment en lui-même sur l'objet, donc pouvoir positionner facilement. Alors en ce qui concerne la mise au point, donc on n'a pas un focus automatique, ou en tout cas je l'ai pas trouvé, mais c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez les deux points là, on vient positionner notre objet et l'idée c'est de venir rapprocher les deux points l'un au-dessus de l'autre. Et pour ça, on peut le faire de manière électrique. Hein. On a, je vous montre ici, deux boutons. Un bouton pour monter, un bouton pour descendre, et puis on vient simplement monter et descendre jusqu'à ce que les points se rejoignent. Et s'il fallait, de l'autre côté, il y a donc la molette manuelle. Alors voilà, maintenant on va l'utiliser. Alors je vais commencer par faire quelques petits tests avec le laser diode, qui est clairement, je pense, pas celui qui nous intéresse le plus dans cette machine, mais c'est bien de savoir qu'il existe, puisqu'il permet d'avoir plus de flexibilité dans le cadre de nos projets, voire combiner les techniques de laser, fibre et diode. Toujours est-il qu'on va commencer avec celui-là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire un test de gravure et puis un test de découpe. Alors, pour tester, j'ai pris ce petit modèle de dragon. Je viens tracer l'image pour la vectoriser dans Lightburn. Je vais la mettre aux dimensions du matériau que je vais utiliser. Alors, le matériau que j'utilise, c'est une petite plaque en contreplaqué de 10 sur 10 sur 2 mm qui est fournie dans les matériaux test. Et je viens ici bien m'assurer que j'active le laser 2, puisque sinon j'aurais des difficultés. Alors, je me suis fait une petite grille de paramètres avant, donc je sais à peu près les paramètres que j'ai besoin. Je veux ici des lignes marquées mais pas du remplissage, donc je vais mettre 20 mm par seconde. Alors c'est des valeurs plutôt pour le Galvo, plutôt pour le Mopa, mais bon voilà, 20 mm par seconde et 50% de puissance en mode ligne en une passe. Alors ici j'accélère un peu puisque ça a mis à peu près 50 secondes, donc ici on va être sur 15 secondes. J'aurais pu aller plus vite et puis mettre un petit peu plus de puissance pour avoir le même effet, mais au final, comme vous voyez, l'effet est plutôt sympa puisque ça marque bien, c'est plutôt net. Alors il y a une légère trace de brûlure, mais on n'a pas d'air assist dessus, donc ça c'est à savoir et voilà, c'est plutôt réussi. Alors ensuite, en modifiant un petit peu les paramètres, j'ai obtenu ceci. Donc là encore, on voit un petit peu, donc c'est moins fort et on est en mode remplissage. Bon, on voit un petit peu les traces de brûlure. Il va falloir peut-être que je trouve le meilleur moyen. Bon, bref, maintenant je vais essayer de faire de la découpe. Alors pour la découpe, je vais tester de découper un cercle dans cette même petite plaque avec ici 10 mm par seconde et 99% de puissance. Je fais mon cadrage et vous voyez que la découpe se fait quand même rapidement et qu'on a une découpe qui est quand même très propre et très nette. Donc voilà, c'est plutôt bien. Bon, alors le diode, c'est pour moi dans ce genre d'appareil, c'est plutôt une fonction accessoire qu'une fonction primaire, puisque l'appareil en lui-même, c'est plutôt son Mopa 30 watts qui est en fonction primaire et qui, en tout cas moi, m'intéresse le plus. Donc c'est celui-là qu'on va tester un petit peu plus. Alors un tout premier test, c'est quelque chose d'assez simple, c'est une plaque en aluminium, genre carte de visite, aluminium noir, et que je vais tenter de marquer en blanc. Au passage, vous pouvez voir ici le cadrage en forme contour qui est quand même très très pratique et la vitesse d'exécution est quand même super rapide puisque vous voyez ça prend quelques secondes. Alors l'un des avantages du laser fibre, c'est également pour le marquage, on peut marquer à peu près tout. Ici par exemple un test de marquage d'outils, je viens positionner correctement la pièce grâce ici à mon repère toujours en forme contour et après il suffira de quelques secondes pour que ça marque. Dans ce cas-ci ça a pris littéralement 3 secondes et l'effet ici, alors on peut travailler l'effet, on peut marquer plus, marquer moins, ça c'est vous qui voyez, mais l'effet est quand même assez clair. Alors une chose que moi j'aime bien travailler aux fibres, c'est l'ardoise. Donc ici je vais me faire une petite grille de matériaux sur une ardoise qui a déjà été utilisée dans un autre cadre, mais qui va me permettre après de choisir la bonne teinte que je veux pour mon test définitif. Donc alors je viens déjà réduire un petit peu la taille parce que sinon je vais graver dans les patins. Et puis voilà, je fais une grille de matériaux, elle a été assez vite, c'est l'avantage du fibre.
Et voilà le résultat de ma grille. Donc maintenant, je vais choisir la teinte qui me convient le mieux, reporter les paramètres et je vais me lancer sur un petit projet sur une ardoise. Alors, le projet en question, c'est ceci. Vous l'avez déjà vu parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et je pense que c'est aussi un bon fichier pour illustrer comme ça l'effet un peu de profondeur. Au niveau des paramètres, donc je suis à 200 mm par seconde, 90% de puissance, une fréquence de 37 kHz et 200 nanosecondes au niveau de la largeur Q-pulse. Et j'ai augmenté également le DPI. Vous voyez là, il me dit que j'en ai pour 7 minutes 21 dans cette taille-là. C'est clairement raisonnable, donc on va voir le résultat. Donc voilà, alors évidemment le timelapse était accéléré, donc il a fait ça en à peu près 7 minutes. Quand je vois le temps que ça me prend au diode, franchement moi je suis très très content, en tout cas des performances que permet ce genre de machine. Alors oui, évidemment avec un autre coût, mais si vous êtes dans la production et la productivité, c'est clairement à envisager. Alors, avant de passer à 2 tests plus particuliers avec le laser fibre, je vais faire une série de petits tests sur différents matériaux, voilà, en musique, histoire de faire une petite transition en douceur. Et après, je vous retrouve pour un test pour de la gravure profonde sur un galet et sur une pièce. Et ensuite, on va essayer ce fameux mise en couleur grâce à l'oxydation de surface avec l'acier inoxydable que permet le laser MOPA en particulier, qui le permet mieux que les autres lasers fibres. Donc voilà, on va regarder ça. Alors maintenant j'ai envie d'essayer quelque chose qui est plutôt cool, en tout cas moi c'est ce qui me plaît dans les lasers fibres, c'est la possibilité de faire des gravures profondes ou ce qu'on appelle le deep engraving, et ici dans un galet.
C'est un peu compliqué quand même à avoir un très très beau résultat. Donc moi vous verrez ici que le résultat que j'ai obtenu, je peux encore m'améliorer, mais c'est déjà très encourageant parce que c'était quand même relativement facile à obtenir le résultat que j'ai là. Ce que je vais essayer de graver, c'est ce motif un petit peu runique sur la pierre. Donc ici je viens régler mes paramètres comme ceci, j'y vais un petit peu à tâtons et on verra bien. Et il est parti. Alors là, je vais pas faire un timelapse parce que d'après mon calcul, j'en ai pour entre 4 et 6 heures pour avoir la profondeur que je veux. Donc je vous retrouve juste après. Bon, il a terminé, hein. Comme vous voyez, il a quand même dégagé pas mal de matériaux, hein. Donc je vais quand même d'abord un petit peu nettoyer, surtout que là le galet est un peu chaud. Et voilà ce que j'ai obtenu en 4h30, donc on a quand même une profondeur qui est pas mal. Je pense que je pourrais travailler encore pour avoir un peu plus de précision, mais on peut graver dans le galet, ça en tout cas c'est clair. Et au final j'ai recommencé en retirant la zone noire pour garder que le cercle et puis en mettant d'autres paramètres de gravure et en faisant un léger défocus, avec 2 mm en profondeur. Et au niveau des paramètres, j'étais à 800 mm par seconde pour 95% de puissance, un Q-Pulse de 200 et 37 kHz de fréquence. Bon alors voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est essayer de reprendre le même motif mais le graver dans une pièce en laiton et puis changer un petit peu la technique puisque j'avais pris une image en mode image et ici je vais tracer l'image pour pouvoir l'avoir en vecteur pour diminuer le temps en fait de gravure pour n'avoir que des blancs et des noirs. Et voilà le résultat, comme vous voyez ça a bien gravé dedans, moi j'aime bien, franchement c'est le genre d'utilisation que j'aime beaucoup. Alors je vais pas vous cacher, hein, ça n'a pas pris 7 minutes ça, hein, puisque là ça m'a pris à peu près 4 heures la gravure de cette pièce. Alors dernier point que je voulais tester avec ce laser fibre Mopa 30 watts, hein, c'est l'oxydation, en tout cas la mise en couleur sur des métaux et ici en particulier de l'inox par procédé d'oxydation. Donc l'idée, hein, vous voyez ici j'ai fait une grille, enfin j'ai fait pas mal de petits tests. Alors j'avoue c'est quelque chose que je maîtrise pas, je me suis un petit peu formé, mais je maîtrise pas encore. Il y a moyen d'avoir des couleurs encore plus vives je pense, mais voilà, hein, c'est en tout cas la machine est vendue pour offrir cette possibilité-là. L'idée, c'est grâce à des paramètres de gravure différents et différentes techniques avec par exemple un petit défocus positif et des choses comme ça, essayer d'oxyder différemment la surface de l'inox pour obtenir des teintes différentes et pouvoir techniquement faire de la gravure en couleur. Donc voilà, moi je me suis un petit peu cassé la tête et au final j'ai obtenu ceci. Bon, alors voilà, quelle conclusion je pourrais donner pour ce graveur laser? La conclusion, c'est qu'il fonctionne bien, voilà. Il a un coût, il a un certain coût et donc c'est certainement un investissement. Je ne peux pas dire que c'est l'achat que vous devez faire si vous êtes un petit maker un petit maker, c'est pas péjoratif que je veux dire, mais en termes de production, si vous faites de temps en temps un petit projet pour vous, il y a certainement des solutions meilleur marché et peut-être aussi plus accessibles en manière de fonctionnement, hein, en manière de travail. Par contre, si vous êtes un artisan, que vous êtes dans la petite production ou la moyenne production et que vous avez besoin de quelque chose qui est fiable et qui fonctionne bien avec Lightburn, puisque je sais que très souvent on a des lasers comme ça qui sont avec des logiciels qui sont un peu... Enfin bref, on veut pouvoir travailler avec Lightburn. En tout cas, moi je veux pouvoir travailler avec Lightburn et je suis très content que celui-là permette de le faire. Alors, on est sur un prix qui est quand même important, légèrement inférieur à la concurrence qui commence par X pour le même genre de caractéristiques. Voilà, c'est une autre question, c'est un autre écosystème. Moi, je trouve que la machine est robuste, elle me plaît bien. D'ailleurs, moi, je vais garder cette machine parce qu'elle me plaît vraiment bien. C'est pas une machine que je vais revendre. Même si personnellement, je ne crois pas que je vais beaucoup utiliser la fonctionnalité diode, en tant que laser fibre, voilà, il m'a convaincu. Après, je pense que si vraiment vous n'avez pas du tout besoin du diode et que vous voulez qu'un fibre
purement et simplement parce que vous êtes déjà équipé de diodes, eh ben, il y a un coût de la combinaison des deux choses qui n'est peut-être pas le plus opportun pour vous. Mais si vraiment vous, ce que vous voulez, c'est, vous n'avez pas beaucoup de place, vous voulez de la polyvalence et vous avez envie de pouvoir combiner la puissance d'un Mopa 30 watts, oui, il y a plus puissant, il y a 60 watts, il y a 100 watts, mais on est sur d'autres coups aussi. Donc la puissance d'un Mopa 30 watts avec la possibilité d'un graveur diode quand même pour travailler sur les matériaux qui ne passent pas au laser fibre. Par exemple, tout ce qui est basé sur des fibres, enfin c'est bizarre avec le nom, mais tout ce qui est ces fibres papier, vous allez cramer, enfin ça passe pas très bien. Il vaut mieux utiliser le diode, le bois, il vaut mieux utiliser le diode, faire un peu de découpe sur du bois, il vaut mieux utiliser le diode. Donc voilà, ici vous avez une machine qui permet cette polyvalence et mais encore une fois, adapté pas du tout à un débutant ni à mais c'est pas pour autant que c'est compliqué, vous l'avez vu hein, c'est en fait la machine en elle-même n'est pas compliquée du tout, c'est l'utilisation de Lightburn qui va vous limiter, parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez Lightburn, en tout cas suffisamment les fondements, la machine en elle-même s'utilise très facilement et les aides au positionnement, franchement, même si vous n'avez pas de caméra, il est à côté de vous, vous voyez directement sur le matériau les contours de ce qui va être gravé à l'endroit exactement où vous allez le graver. Voilà, moi ça me convient très bien. Donc j'ai pas forcément besoin d'une caméra pour m'aider, j'ai pas besoin non plus d'un logiciel, voilà, hein, on peut faire nos bibliothèques de matériaux et découvrir petit à petit avec nos propres matériaux. Et encore une fois, c'est la manière dont les gens qui travaillent avec ce genre d'outils de manière plus professionnelle vont avoir comme habitude. Enfin, c'est mon opinion, hein, vous pouvez tout à fait avoir une opinion différente. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, il y a un code de réduction dans la description qui s'affiche ici aussi. Bon, c'est toujours ça de gagner. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes les questions ou ne pas être d'accord. Ou voilà hein, l'espace de discussion et de commentaires est là pour débattre. On essaye juste de rester respectueux. Allez, je vous remercie et à la prochaine.